Salut chers apprenants, c'est le professeur Zamblé. Nous allons donc continuer la suite de notre exercice sur les oscillations mécaniques. Dans la première vidéo, c'est-à-dire la première partie de notre vidéo, nous avons déterminé, nous avons vu comment il fallait trouver l'équation différentielle des mouvements oscillatoires, qui figure ici sur le tableau. Et après avoir déterminé, trouver l'équation différentielle, nous avons trouvé la forme générale des solutions à cette équation différentielle en fonction de la variable x. Puisque si nous sommes sur l'axe des abscisses, tout le mouvement ici se fait sur cet axe-là. Donc, quand nous avons terminé l'équation différentielle, nous avons trouvé une équation différentielle qui était sous la forme de cosinus et qui était sous cette forme-là. Je vais rappeler ça ici. Rappel ici. 2 points. Équation différentielle que nous avons déterminée. Quand nous avons trouvé une équation différentielle qui était de la forme x de t qui était égal à grand xm fois le cosinus oméga t. Voilà. C'était une équation de la forme qui est là, comme cela. Mais de façon générale, on a x de t, puisque ici on a dit que quand on a terminé, nous avons démontré que la phase à l'origine ici était 0. Donc à cause de ça, nous avons l'équation s'est réduite sous cette forme comme ça. Donc sans plus tarder, qu'est-ce qu'on allons faire aussi pour pouvoir utiliser encore l'étude de ces moments? Voici la position. On peut nous demander aussi de calculer la vitesse et d'exprimer aussi le vecteur accélération. Le vecteur vitesse et le vecteur accélération. Comment nous allons faire? Nous savons que quoi? Donc je vais d'abord écrire détermination des vecteurs vitesse et accélération. Donc, détermination de la vitesse VDT et de l'accélération et de l'accélération ADT. Donc ici, voici l'équation du mouvement ici. Au vrai du mouvement que nous avons ici. Qu'est-ce qu'on a? On rappelle d'abord l'expression de la position x de t qui est égal à quoi? X maximal, l'amplitude maximale, qui multiplie le cosinus de oméga 0t. Oméga 0t. Or, qu'est-ce que nous savons? De plus, nous savons que la vitesse, par définition, qu'est-ce que nous savons? On sait que la vitesse est égale à la dérivée de la position par rapport au temps. Donc, si elle a la dérivée de la vitesse par rapport au temps. Donc, pour pouvoir continuer avec cette dérivée, nous savons très bien que nous avons une fonction circulaire ici et qui est composée de la composition d'une fonction. Donc, permettez-moi de faire un petit rappel sur la dérivée des composés des fonctions. Donc ici, nous avons quoi? Si nous avons par exemple, soit, je vais mettre ici juste un petit rappel de mathématiques. On va dire quoi? Soit G et H, deux fonctions à variable x. Deux fonctions à variable x. On a quoi? G rond f, G rond h de x, qui est là. On veut trouver la dérivée de G rond h de x. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Il faut tout simplement savoir que G rond h de x, c'est écrit de cette forme. Égal à quoi? C'est comme si on calculait l'image de la fonction h de x par la fonction j de x. Donc, on s'appelle quoi? Ça s'appelle ici g de h de
is. En réalité, c'est ça la fonction composée. Ouais. Un exemple. Mais ça, on ne met pas ça sur la feuille de copie. Si par exemple, si j'ai de is égale à x carré plus 2 et h de is égale à 3x moins 1. Donc, on me demande de calculer, si on vous demande de calculer, g rond h de is, ça veut dire quoi? Tout simplement, on dira que g rond h de is égale à quoi? G de h de is. C'est comme si on cherche l'image de la seconde fonction qui est là à la première fonction. Et c'est comme la manière que, par exemple, je vais vous donner un exemple très simple. Vous allez voir. Ici, remplaçons h de is ça. Remplaçons h de is ça par une fonction constante. H de is ça, suppose que h de is égale à une fonction constante qui est égale à 2. Ouais. Donc, calculer g rond h de is, dans ce cas-là, revient avec quoi? Revient à calculer l'image de la fonction h par la fonction g. Donc, c'est quoi? G de hg is. Ouais. G de h de is, ça fait quoi? Je termine d'abord l'expression de g de is. Ça, c'est g de is. Après, ça, on a is ici. Donc, g de h de is, je vais remplacer tout ce qui est is par la fonction h de is. Et je vais quoi? G de is égale à is carré. Donc, au lieu de is carré, puisque c'est g de h de is, j'aurai ici h de is au carré. Ouais. Maintenant, plus 2. Maintenant, en remplaçant quoi? Oh, h de is égale à combien? Égale à 2. Ça fait quoi, c'est 2? Donc, il vient ici tout simplement, je remplace h de is ici par son expression qui fait 2. Et j'aurai ici 2 au carré plus 2 qui fait combien? 2 au carré, ça fait 4. Plus 2, ça fait 6. Donc, à ce moment, je vais dire que g rond h de is égale à 6. La manipulation des fonctions composées, bon, nous avons déjà vu ça depuis le lycée. Bon, depuis en cas de troisième, mais au premier cycle, mais seulement qu'on ne nous disait pas que c'était des fonctions composées en réalité. Donc, ça veut dire que ça, c'est un exemple pour la fonction h de is. Lorsque la fonction h de is est une fonction constante. Maintenant, c'est la même chose également aussi. Si la fonction h de is ici est une fonction linéaire, peu importe la fonction h. Par exemple, supposons que notre fonction h ici, c'est tout simplement, c'est maintenant racine de 3x moins 2. Voilà. Supposons que notre fonction h ici, c'est racine de 3x moins 2. Ici, nous n'allons pas nous appuyer sur les centres de définition pour travailler. C'est tout juste pour vous montrer comment on peut manipuler la dérivée des fonctions composées. Donc, regardez très bien. Vous allez voir ce qui va se passer. Cette fois-ci, je vais voir quoi? Je vais l'image de la fonction h de is par la fonction g. Voici la fonction de la fonction g qui est là. Voici la fonction de la fonction h de is. Donc, trouver l'image de la fonction h de is par la fonction g de is revient à faire quoi? Revient à remplacer tous les inconnus qui sont dans l'expression de la fonction g par l'expression de la fonction h de is tout simplement. Ça veut dire quoi? G rond h de is, ça va faire g de h de is. C'est ce qu'on n'écrit pas sur la feuille. On va directement pour ne pas qu'il y ait de confusion en mathématiques. Donc, on aura quoi? On aura g de h de is, non? On aura g de... On remplace h de is ça par son expression. Donc, g de racine de 3x moins 2. Ouais. Et ça fait quoi? Ça veut dire que si g de is égale à tout ça là, c'est marqué ici, il y a carré ici. Donc, si je remplace, si je vais calculer g de racine de 3x moins 2, j'aurai quoi? J'aurai, où il y a is, je remplace ça par racine de is et par racine de 3x moins 2. Donc, j'aurai quoi? Racine de 3x moins 2. Puisque si is ici est au carré, donc je lève ça au carré. Et ajoute tout simplement le 2 plus 2. Ouais. Et cela, qu'est-ce que ça va me donner? Qu'est-ce que ça va me donner? Lorsque je lève la fonction racine carrée, le tout au carré, ça me donne tout simplement un nombre positif et puis écrire 3x
moins 2 plus 2. Et là, quand il fait 2, moins 2 plus 2, ça fait 0. Donc, ça me reste 3x. Et là, je peux dire que j'ai calculé G rond H de X. Vous voyez, ce n'est pas tout compliqué. Maintenant, de même, on peut me demander de calculer l'image de la fonction G par la fonction H. Là, on avait plutôt parlé de H rond G de X. Maintenant, comment il faut faire pour pouvoir trouver la dérivée de ce type de fonction? Comment ça va se passer? Si, par exemple, la dérivée, ça veut dire la dérivée de G rond H de X. Je mets prime ici, sa dérivée est terminée. Donc, pour déterminer la dérivée, qu'est-ce que j'ai fait? Sa dérivée, ça fait quoi? Je fais d'abord, bon, je vais d'abord me passer. Je vais ici d'abord quoi? Je sais que ça fait G de H de X. Donc, dériver ça, dériver à dériver ça. Et ça va me donner quoi? Ça va me donner, je prends d'abord la dérivée de la fonction qui est ici. Ça veut dire H prime de X, que je multiplie par, je cherche d'abord la dérivée de G, par G prime de H de X. Ouais. Ça veut dire quoi? Je dérive la fonction dont je vais calculer l'image par la fonction G et je multiplie par son image par la dérivée de G. Un exemple pratique. Dans notre cas ici, comme ça, nous avons ici. Quand je prends deux exemples différents, je vais essayer de donner celui qui est là sous forme comme ça. Je mets 3 ici. Ça c'est G rond H prime de X. Je fais ça. Donc ici, je vais calculer G rond H prime. Qu'est-ce qu'il fait? Il fait d'abord quoi? G rond H de X prime. Ça fait quoi? Ça fait H prime de X. La fonction qui est là. Ça veut dire la fonction qui est dans la parenthèse ici. Que je multiplie par l'image de la fonction qui est là par la dérivée de la fonction G. Comme cela. Si on applique dans notre exemple ici, je vais calculer G rond H de X prime. Ça veut dire l'image de la fonction H de X par la fonction G. Qu'est-ce que j'aurai? Je vais dériver H de X. H de X c'est quoi? C'est 3X. Sa dérivée par rapport à X, ça fait quoi? Ça fait 3. Donc H prime de X égale à 3. Donc je vais ici mettre 3 ici. 3 fois G prime de X c'est quoi? G prime de X c'est, je vois ici G prime de X, c'est égal à quoi? Le 2 descend, ça me fait 2x. La dérivée d'une constante avec 0, ça me fait 2x. Donc, il fait 3 de H prime de X fois 2. Au lieu de mettre X, bon, qu'est-ce qu'il fait? Il y a tout de même 2x ici. Mais, comme c'est G prime de H de X, donc c'est l'image de la fonction H par la dérivée de la fonction G. Donc, je mets quoi? Au lieu de X, je mets H de X. Et je mets quoi? 3 fois 2 fois H de X qui fait 3x. Comme ça. Et ça me fait 3 fois 2 fois 3, ça fait 3 fois 2, ça fait 6. 3 fois 3, ça fait 18. 18x. Voici donc G rond H de X prime. Et c'est ça que nous allons appliquer à notre exercice pour pouvoir terminer la dérivée de la fonction t ici. Donc, voici ça. Donc, v de t égale à la dérivée de la position par rapport au temps t. Je vais à la ligne, v de t égale à quoi? Dérivée de la position par rapport au temps t. Qu'est-ce que je fais? Je mets ici, par rapport au temps t, je remplace x de t par son expression. Ça va être xm fois cosinus oméga 0t. Donc, puisque ici, xm, c'est l'amplitude maximale, ça veut dire que c'est une position fixe du moment oscillatoire.
Donc, ça, c'est une constante. Elle sort de la dérivée. Il y aurait quoi? La constante va sortir de la dérivée. Il y aurait grand Sm fois dérivée de cosinus oméga 0t. Cette fonction n'est rien d'autre qu'une fonction composée. C'est la fonction à quoi? Nous avons d'abord la fonction à tout x. Alors, la fonction à tout t associe cosinus de t qui est là. Maintenant, c'est pour cette fonction qui est là maintenant, associe quoi? Et une fonction t associe oméga t. Vous voyez? Donc, c'est comme si quoi? Pour pouvoir dériver cette fonction, la fonction qui est là, pour pouvoir dériver ça, je prends la dérivée de ce qui est dans le bande de cosinus. Si je fais la dérivée, oméga 0 étant une constante, la dérivée de cette fonction, oméga 0t, par rapport à t, ça me donne la fonction qui est oméga 0t, ça fait quoi? Oméga 0, qui multiplie. La dérivée de cosinus, c'est quoi? La dérivée du cosinus, ce n'est rien que sinus. Ça fait sinus de cette même image, l'image de celui qui est là par la dérivée de cosinus, ça fait oméga 0 t. Et voici donc la vitesse v de t. Ouais. Maintenant, l'accélération. L'accélération. A de t. L'accélération, c'est aussi quoi? L'accélération A, par définition, A de t égale à quoi? A de t égale à la dérivée de la vitesse par rapport au temps t. C'est ce que nous avons vu en cinématique des points. Donc ici, si vous voulez que je note ça en couleur, je vais voir ici Sm fois oméga 0 qui multiplie sinus oméga 0t. C'est la vitesse. Or, l'accélération, c'est quoi? L'accélération, c'est la dérivée de la vitesse par rapport au temps. Donc, la manière que j'ai dérivé, ça je vais aussi dériver ça pour une deuxième fois. Donc, qu'est-ce que je sais? Pardonnez. Ici, la dérivée de cosinus, c'est moins sinus. C'est moins sinus. C'est une erreur ici. C'est moins sinus. Donc, on a ici moins ici. Donc, vous aurez moins là. Et ici aussi également, pourquoi est-ce que je viens? Je dérive la vitesse qui est là par rapport au temps t. Et ça va donner quoi? Ça va être d. Je remplace la vitesse par son expression qui fait moins grand Sm moins grand Sm oméga 0 sinus de oméga 0t. C'est la dérivée de cette fonction que je vais faire par rapport au temps. Sm oméga 0 étant des constantes indépendantes du temps, donc je peux les faire sortir. Donc ça va dire quoi? Moins Sm oméga 0 pour la dérivée par rapport au temps de sinus oméga 0 t. Il faut aussi également, bon, même ce que je viens de faire ici. Si je dérive la fonction qui est dans le bande de sinus par rapport au temps t, puisque oméga 0 c'est une constante, et que la dérivée de cette fonction c'est par rapport au temps t, ça va me donner seulement que oméga. Donc j'aurai ici moins Sm ici fois oméga 0 qui multiplie encore oméga 0. Ça va être aussi qui multiplie maintenant la dérivée de sinus. La dérivée de sinus, c'est quoi? C'est le cosinus et puis l'image de cette même fonction. Et là, quand je dis oméga 0 fois oméga 0, ça fait oméga 0 carré. Ici, moins Sm qui multiplie oméga 0 au carré fois le cosinus de oméga 0t. Donc, voici donc le vecteur accélération. Donc, le vecteur accélération A de t égale à moins Sm oméga 0 carré cosinus oméga 0t. Voici le vecteur accélération. Donc, par identification, si on vous demandait par exemple de déterminer l'accélération maximale, l'accélération d'expression qui est là, c'est cette expression
ici, sans le moins, qu'on appelle l'accélération maximale. Donc, l'accélération maximale égale à xm fois oméga 0 carré. Ici aussi également, la vitesse maximale égale à quoi? On prend l'amplitude, c'est là. C'est ça que la vitesse maximale. Ça fait xm fois oméga 0. Donc voici la vitesse maximale. Tout comme aussi, dans la position, ça aussi c'est la position maximale. L'amplitude. Ouais. Donc ça veut dire quoi? Si ceux-là sont l'accélération maximale et la vitesse maximale, qu'est-ce qu'on peut donc écrire? On pourrait donc écrire A de t égale à moins AM fois le cosinus de oméga 0 t. Ou bien B de t égale à V maximale fois le sinus oméga 0 t. Donc, chers amis, voici donc comment il faut déterminer les expressions de l'accélération et du vecteur vitesse. Après avoir terminé ça, nous allons voir comment est-ce que l'énergie mécanique de ces systèmes se comporte. On va faire quoi ça? Des systèmes oscillatoires. On va dire si l'énergie mécanique se conserve ou pas. Donc, on va passer à l'étude énergétique de notre système. Donc, chers amis, nous allons passer donc à l'étude énergétique. Étude énergétique. Mais ici, on va étude énergétique. Étude énergétique. Donc, on va essayer de déterminer son énergie mécanique ici. Énergie mécanique totale du système. L'énergie mécanique totale de notre système ici, ça fait quoi? On sait que l'énergie mécanique, c'est la somme de l'énergie potentielle et l'énergie cinétique. Ici, nous sommes dans un moment, dans le cas d'un pendule élastique, non, on parle plutôt d'énergie potentielle élastique. L'énergie potentielle représentée ici sera 0, puisque nous travaillons sur un support. Donc, l'énergie potentielle représentée sera 0. Donc, on a tout ce pouvoir. Ici, on aura énergie cinétique plus énergie potentielle élastique. Qu'est-ce qu'on sait? Or, on sait que énergie cinétique égale à quoi? 1,5 fois la masse qui multiplie la vitesse, la norme de la vitesse au carré. L'énergie potentielle élastique égale à 1,5 fois la constante K qui multiplie la position au carré. Donc, voici donc les deux formes d'énergie que nous avons ici. Donc, on va venir les remplacer ici. Ça va donner quoi? On aura 1,5 fois la masse fois la vitesse au carré plus 1,5 de K fois la position au carré. Ici, c'est l'énergie mécanique totale. On va aller chercher les expressions de la vitesse et de la position. Dans la partie précédente, on a dit quoi? On a dit que la position était quoi? Était égale à x m que multiplié cosinus oméga 0 t. Et donc, la vitesse n'est rien que la dérivée de la position par rapport au temps. On a dit que la position, la vitesse là, v est égale à quoi? X, la dérivée première de x, ça nous fait moins xm oméga 0 sinus oméga 0 t. Donc voici v de x et x. On va venir les remplacer ici par leur expression. Donc énergie potentielle et énergie mécanique totale devient quoi? 1,5 fois la masse par la vitesse qui est là au carré. On aura moins xm oméga 0 ici, oméga 0 ici, qui multiplie le sinus oméga t de tout au carré, plus 1,5 de k pour la position aussi au carré, on fait xm cosinus oméga t de tout au carré. Donc,
En élément ces deux quantités au carré, on aura quoi? 1 demi fois la masse M. Le moins au carré, ça fait plus. Ça fait SM au carré. Oméga 0 aussi au carré. Sinus aussi au carré. Oméga T plus 1 demi de K. SM ici aussi au carré. Cosinus oméga et cosinus carré oméga 0T qui est là. Donc, qu'est-ce qu'on a essayé de faire? C'est la de l'énergie mécanique totale. Or, qu'est-ce qu'on sait? Or, nous savons que quoi? Oméga 0, nous savons que oméga 0 égale à quoi? Égale à racine carrée de K sur M. Ça veut dire que oméga 0, si je laisse cette quantité au carré, je vais aussi élever cette quantité au carré, ça va me donner quoi? K sur oméga 0. Et, pardonnez, K sur M. K sur M. Donc, en essayant de tirer K ici, on va venir remplacer oméga 0. On va remplacer oméga 0 ici par cette quantité. Donc, l'énergie mécanique devient quoi? L'énergie mécanique devient 1 demi de la masse M fois X M au carré. Au lieu de dire oméga 0, on va remplacer oméga 0 par K sur M. Donc, fois K sur M qui multiplie le sinus carré de oméga 0 T plus 1 demi fois K XM au carré fois cosinus carré de oméga 0 T. Et là, on va obtenir quoi? On obtiendra M. On simplifie les M. Ça veut dire qu'on a M ici, on simplifie les deux M. Et qu'est-ce qu'on aura finalement? On aura 1 demi fois XM au carré qui multiplie K fois sinus carré de oméga 0 T plus 1 demi de XM au carré fois K qui multiplie cosinus carré oméga 0 T. Maintenant, regardez très bien. Qu'est-ce qui se ressemble? Dans cette expression de l'énergie mécanique ici, arrivé à ce niveau, tout ça, il remarque que le sinus carré oméga 0T et le cosinus carré oméga 0T ont en commun les expressions que j'ai soulignées. Ceux-là que j'ai encadrés. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut essayer de mettre ce que j'ai encadré là ici en facteur. Et ça va nous donner quoi? Ça va nous donner, le mécanisme devient quoi? On aura 1 demi XM au carré fois K en crochet sinus carré oméga 0 T plus cosinus carré oméga 0 T également. Et quand nous faisons ce produit, qu'est-ce que nous obtenons? Donc, on revient à la ligne. On appelle ici l'énergie mécanique. M égale à quoi? Qu'est-ce que je sais? Sinus carré oméga plus cosinus carré oméga, ça fait quoi? Ça me fait 1. Donc, il remplace toute cette quantité-là par 1. Et finalement, je retombe sur l'énergie mécanique totale du système qui me donne 1 demi de XM carré fois K. Donc, voici donc l'énergie mécanique totale. Vous voyez? Et il peut aussi exprimer ça en fonction de vitesse. Et de la vitesse, là, c'est en fonction de la position maximale. Et en fonction de la vitesse maximale. Qu'est-ce que ça va me donner? Après avoir déterminé la vitesse, on a vu quoi? On a vu que, qu'est-ce qu'on a? On a dit que V maximal, on avait dit que la vitesse était égale à quoi? Était égale à moins. Quand on prend cette expression de la position et la dérive, bon, voici la vitesse qui est là, ici. Elle est égale à moins XM oméga 0 sinus oméga 0 T. Et je vous ai dit que par identification ici, c'est la quantité qui est là qui représente la vitesse maximale. C'est la quantité qui est là. On ne prend pas le moins. C'est la quantité ici qui est
la vitesse maximale. Donc ça veut dire que la vitesse maximale égale à Xm oméga 0. Ouais. Donc si la vitesse maximale égale à Xm fois oméga 0, donc qu'est-ce qu'il fait? Je vais essayer de... Je peux essayer de faire quoi ici? Je peux essayer de remplacer, de tirer Xm ici. Donc Xm égale à quoi? Xm ici égale à la vitesse maximale divisé par oméga 0. Oméga 0 est ici. Donc, si je vais remplacer Xm ici par cette expression, l'énergie mécanique va me donner quoi? 1 demi fois la vitesse maximale au carré sur oméga 0 au carré qui va multiplier quoi? Le k. Oméga 0 ici. Qu'est-ce qu'il sait encore d'oméga 0 carré? Il sait que ça va me donner quoi? 1 demi fois k qui multiplie la vitesse maximale au carré fois l'inverse de oméga 0 au carré. Or, oméga 0 au carré, ça me donne k sur m. Donc, qu'est-ce que j'aurai ici? L'inverse de oméga 0 carré, 1 sur oméga 0 carré, égale à m sur k. Donc, si je veux remplacer oméga 1 sur oméga 0 carré par m sur k, j'aurai quoi? 1 demi de k fois la vitesse maximale au carré multiplié par m sur k. Ici, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque qu'arrivé ici, les k vont sauter et finalement, on peut aussi tomber sur une autre expression de l'énergie mécanique totale qui sera 1 demi fois la vitesse maximale au carré multiplié par la masse du système. Donc, l'énergie mécanique ici du système peut avoir deux expressions. On a une expression qui est en fonction de l'altitude maximale et puis k, une expression en fonction de la vitesse maximale et puis k. On peut aussi l'exprimer aussi en fonction de l'accélération maximale. En passant par toutes ces démonstrations que je viens de faire, c'est pas compliqué. Reprenez très bien la suite du cours. Après, vous allez comprendre qu'il n'y a rien de compliqué dans les dedans. Donc, après avoir terminé l'énergie mécanique totale du système, nous allons essayer de voir si cette énergie mécanique ici se conserve. On va essayer maintenant d'étudier la conservation de l'énergie mécanique. Donc, qu'est-ce que nous allons faire? Tout simplement, pour étudier la conservation de l'énergie mécanique ici, on peut prendre l'énergie mécanique totale du système que nous avons déterminé, ou bien soit cette expression, et on la dérive. On la dérive par rapport au temps. On la dérive par rapport au temps. Si ça dérivé donne 0, en ce moment, on dira que l'énergie mécanique se conserve. Puisque ça dérivé donne 0, ça veut dire que l'énergie mécanique est la même en tout point. Ça veut dire qu'elle est constante. Dans ce moment, l'énergie mécanique ici, ça sera, le système ici sera conservatif. Donc, on va partir. On va prendre ici, voici l'énergie mécanique est là. Étudier la conservation. Étudier la conservation de l'énergie mécanique. Étudier la conservation de l'énergie mécanique. Vous verrez très bien que ce n'est pas très compliqué. La dérivée de l'énergie mécanique ici par rapport au temps t, ça fait quoi? Ça fait la dérivée par rapport au temps t de cette expression. La vitesse 1 demi de la vitesse maximale au carré fois la masse m. Est-ce que la vitesse maximale et la masse dépendent-elles du temps? Non. Ce sont les amplitudes maximales, ce sont donc les constants. Puisque les deux grandeurs qui sont ici sont invariants par rapport au temps t, ou sont indépendants du temps t, on dira que la dérivée ici fait 0. Donc si la dérivée de l'énergie mécanique est suivie par rapport au temps t donne 0, on dira que quoi? Donc, elle se conserve. Donc, elle se conserve. Point. Puis, on s'arrête là. Après avoir déterminé, donc, on peut dire quoi? On peut tirer ici comme conclusion que l'énergie mécanique des systèmes oscillatoires est conservatif.
Donc le système ici est conservatif. Ici, qu'est-ce qu'on va essayer de faire? Après avoir déterminé la conservation du système, on va essayer maintenant de passer à l'étude de la période, de l'oscillation et aussi de la fréquence de l'oscillation. Donc, chers amis, comme ça, avant de passer à l'étude de la période et de la fréquence des mouvements oscillatoires que nous sommes en train d'étudier, nous allons donc chercher à savoir comment est-ce que, pour les expressions que nous allons utiliser ici, ont été démontrées ou bien ont été trouvées. Donc, pour pouvoir démontrer, pouvoir chercher la période et la fréquence des moments oscillatoires. Quand on parle de moments oscillatoires, c'est comme si, ici, au début, il a dit quoi? Que lorsque l'opérateur vient tirer, comment on appelle ça, le solide, et puis il le relâche après, le solide va faire quoi? Il ne va pas rester là. Il va essayer de faire un moment de va-et-vient, d'oscillation, suivant cette tasse. Mais en réalité, graphiquement, ce moment de va-et-vient ici peut représenter un mouvement, un modèle de mouvement circulaire. Ça veut dire quoi? Si le solide passe une fois à son état d'équilibre et qu'il revient encore ici à son état initial, on dira que le solide a fait un tour. Ça veut dire quoi? Arrivé ici, si le solide revient ici, il repasse à sa position d'équilibre qu'elle a. Après l'avoir lâché, s'il repasse à sa position d'équilibre et qu'il revient encore à sa position au final ici, on dira que celui qui est là a fait un tour. Et ça, nous pouvons matérialiser ça par ce cercle que nous avons ici, le mouvement oscillatoire. Donc, nous allons nous appuyer sur ce cercle pour pouvoir déterminer la période et la fréquence des mouvements oscillatoires. Soyez concentrés. Donc ici, qu'est-ce que nous avons? Le point M qui est là, ici nous avons matérialisé bon nom solide ici, S ici, point S et M. M de T0, ça c'est la position d'équilibre. À un angle, puisque ici nous sommes dans le cas du cercle, à un angle θ à T0. Qui n'est rien que θ0. On peut noter θ0. Mais au fur et à mesure que le point M parcourt, je sais qu'il est là, c'est-à-dire que l'angle θ0 là s'agrandit à une position quelconque T, θ0 va se retrouver à θ de T, à une position quelconque. Maintenant, comment ça se passe? Puisque nous sommes dans un mouvement circulaire uniforme ici prend son sens que quoi? Je vais dire tout simplement ici que la vitesse angulaire est constante. Pourquoi on parle de la vitesse angulaire et non de la vitesse linéaire? Tout simplement parce que nous sommes sur un cercle. On parle de la vitesse linéaire lorsque nous sommes suivant une seule direction. Ça veut dire un axe. Lorsqu'on fait l'étude dans un axe ou dans un plan. Mais ici, nous sommes sur un cercle. Donc ici, on parlera donc de la vitesse angulaire. Mais cette vitesse angulaire est très généralement notée oméga. Oméga ici, l'autre appellation de oméga, dans le cas des mouvements oscillatoires, c'est le nom que la pulsation propre. Et cette pulsation est notée comme ça. Voilà comment on la note, oméga. C'est le nom de la vitesse angulaire. Voilà pourquoi, dans ce type de figure, ou bien même dans les mouvements oscillatoires, on nous dit que cette vitesse angulaire-là s'exprime en radians par seconde. Vous voyez, si c'était la vitesse linéaire, on va seulement dire quoi? Ça s'exprime en mètres par seconde. La différence c'est quoi? La vitesse linéaire, là c'est suivant un axe. Or, suivant un axe, les distances là-bas sont exprimées en mètres. C'est la position qui varie. Mais ici, lorsque nous nous trouvons sur un cercle, en réalité, si le point M qui là parcourt le cercle, si le point M parcourt le cercle et le point M ne quitte pas le cercle, en ce moment, une fois que le point M qui là parcourt ce cercle, il est d'avoir un centre de rotation au cercle.
Si ce point qui est là, M de t, parcourt le cercle et ne quitte pas sur le cercle, en réalité, c'est comme si cet l'axe, par rapport à sa position d'équilibre initiale, l'angle qui est là va s'agrandir. Au fur et à mesure que M de t, M parcourt ce cercle, l'angle va s'agrandir au fur et à mesure. Donc, voilà pourquoi on parle de la vitesse angulaire ici. Donc, cette vitesse angulaire ici, c'est en fonction de l'angle. Donc, c'est la variation de l'angle, tout simplement la variation de l'angle en fonction du temps. Par unité de temps. Or, le temps ici, c'est seulement seconde. Voilà pourquoi on met ici radian par seconde. Radian, pourquoi non en degrés? Tout simplement parce que la plupart de ces mesures ici se font sur un cercle trigonométrique en particulier. Donc, les angles ici sont exprimés en radian. On peut aussi les exprimer en degrés par seconde. Peu importe, ça va dépendre de nous. Mais ici, nous allons laisser cela en radian par seconde. La vitesse angulaire. De même, ça dit quoi? Par définition, de la vitesse. De même que nous avons dit que la vitesse linéaire n'est rien autre que la dérivée par rapport au temps de la position. Ici aussi, nous dirons tout simplement que la vitesse angulaire aussi n'est rien autre aussi que la dérivée par rapport au temps de la variation de l'angle. C'est la même chose. Mais ici, qu'est-ce que nous allons faire? Puisque nous sommes dans un mouvement circulaire uniforme, qui parle de mouvement circulaire uniforme, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le point M qui est là se déplace sur un cercle. Non seulement se déplace sur un cercle, mais la valeur de la vitesse, ce point se déplace sur le cercle à vitesse constante. Ça veut dire que ici, oméga ici est constant. Donc, par définition, la vitesse angulaire oméga, on dira que oméga ici, on dira qu'oméga de t est égal à quoi? La dérivée par rapport au temps de θ de t. La dérivée de θ de t par rapport au temps. Ouais. Maintenant, du fait que celui qui est là soit une constante, car nous sommes dans le cas d'un mouvement circulaire uniforme. Ce oméga qui est là, c'est une constante. Donc, si c'est une constante qui est là, on dirait quoi? On peut donc la nommer comme ça. C'est égal à une constante. Car celui qui est là, c'est une constante qui est là. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que dérivée de oméga de t par rapport au temps t égale à une constante. Ouais. Arrivé à ce niveau, qu'est-ce qu'on fait? Quel me vaut donc pour cette constante? Il peut donc dire que ça fait oméga 0. Non, égal à oméga 0. Donc, c'est comme s'il y a quoi? La dérivée en tirant de la dérivée de oméga de θ et t, j'aurai quoi? Oméga 0 qui va multiplier d de t. Et là, qu'est-ce que j'essaie de faire? Si la dérivée de celui qui est là me donne celui qui est là, qu'est-ce que j'essaie de faire? Il va essayer d'intégrer l'intégrale ici, l'intégrale ici. Il faut savoir que une intégrale sans des bornes n'est rien d'autre qu'une primitive. Donc, la primitive de la dérivée de cette fonction, la primitive de la dérivée donne l'élément lui-même. Ça veut dire que la primitive de la dérivée de θ donne θ et t. Égal à quoi? Puisque oméga 0 c'est une constante, donc la constante va sortir de l'intégrale, on aura l'intégrale de la primitive de t. C'est comme ça en réalité, la variable ici c'est 1. Donc 1 fois celui qui est là. Quand nous intégrons ça, on obtient quoi? Oméga et θ de t égale à oméga 0 t plus une constante. Ouais. Donc, on va aller chercher la constante. On va aller chercher la constante. Pour chercher la constante, il faut revenir à l'état d'équilibre. Ça veut dire AT égale à 0. Donc, AT égale à 0. Ça veut dire que bon, le point M se trouvait à ce point. Où θ et t est égal à θ 0. Donc, AT égale à 0. Qu'est-ce que nous avons? AT égale à 0. θ de t est égal à quoi? Est égal à θ 0.
Ça t égale à 0. Jusqu'à t égale à 0, on est ici. Or, cette position, ça veut dire que le point M n'avait pas encore commencé son mouvement. Cette position correspond à la position θ0. Donc, en remplaçant T par 0 et θ0 par et bon, θ et T par θ0, dans cette expression, on aura quoi? On aura θ0. Au lieu de θ et T, on remplace ça par ça. Ça nous donne quoi? Oméga 0 fois T par 0. On a 0 ici, plus la constante. Oméga 0 ici, c'est une constante positive. Donc, multiplié par un nombre 0, ça nous donne 0. C'est comme si on a θ0 égale à la constante. Donc, ça veut dire que la constante T ici et la constante ici n'est rien d'autre que θ0. Donc, θ de T égale à quoi? Oméga 0T plus θ0. Donc, voici l'équation horaire du mouvement. Avant de terminer l'équation horaire du mouvement, on va parler de la période. La période, c'est quoi? La période. On dit la période, c'est le nombre que le nombre de tours, c'est-à-dire c'est le temps nécessaire pour faire un tour complet du cercle. Temps nécessaire pour faire un tour complet du cercle. Un tour complet du cercle. Et ce temps-là, n'est rien d'autre que, on note ça comme ça. Ça se forme aussi en secondes. Donc, le point M est ici, à une position d'équilibre, disons. Et par ce point là, il va faire un tour complet du cercle lorsqu'il va parcourir toute cette distance-là jusqu'à arriver ici. Donc, si vous voulez, je peux regarder ça en couleur pour vous montrer. Voici ça. Suivez très bien. Le tour complet. C'est la partie qui est en rouge. On dit un tour complet du cercle, c'est ça. Voilà. Voilà. C'est la partie qui est en couleur. C'est ça qui est un tour complet. Donc, nous avons un tour complet ici. Donc, bon, qu'est-ce que nous remarquons? Oh, quel me vaut un tour complet de cercle? Quand il quitte là, c'est comme si ce point qui est là, son équivalent se trouve ici. Son équivalent se trouve ici. Donc, s'il est parcouru un angle plat de 180 degrés. Et s'il remet jusqu'ici, comme le point qui est là, initialement, se trouvait ici. Donc, en réalité, dit qu'il a fait un tour complet, il va venir jusqu'à se remonter ici. Et cette position qui reste là va devenir comme si c'était la position θ0. La position d'équilibre, de référence θ0. Donc, on va dire quoi ici? AT égale à T. Bon, puisqu'on dit pour un tour complet du cercle, AT égale à T, θ de T égale à quoi? C'est comme si, en réalité, θ de T, c'est égal à quoi? Si ça c'est θ de T 0, c'est égal à θ 0. Initialement, puisque un tour complet du cercle fait un angle de 360 degrés. Or, un angle de 360 degrés, en radian, ça nous fait 2 pi. Donc, θ de T égale à quoi? θ 0 plus 2 pi. Donc, ça veut dire que sur cette position, il s'est ajouté 2 pi à sa position initiale qui est que θ 0. Donc, ça, c'est une autre expression de θ et T.
Voici la première expression. Attendez, deuxième expression. Première expression ici. Donc, AT, toujours AT égale à T. Si nous remplaçons T ici par T qui est là dans la première expression, on aura quoi? On dira que θ de T égale à oméga 0 de grand T. Au lieu de petit T, on va mettre grand T plus θ 0. Donc, qu'est-ce qu'on remarque? On voit que grand T, θ de grand T a deux expressions. Donc, il peut donc avoir égalité entre les deux. Ça veut dire quoi? On peut donc dire que θ 0 de grand T plus oméga 0 pardon, de grand T plus θ 0 égale à 2pi plus θ 0. θ 0 de part et d'autre, les θ 0 vont sauter. Et ça va rester quoi? Oméga 0 de grand T est égal à 2pi. Et là, on va tirer maintenant la période grand T. Cette période grand T va devenir quoi? 2pi divisé par oméga 0. Donc voici la période des mouvements oscillatoires. On va essayer de généraliser cette formule. Une fois qu'on généralise, si vous connaissez déjà la formule généralisée, lorsque vous allez entendre, il a fait déterminer le temps des essais pour faire un tour complet, 2 tours complets, 3 tours complets, n tours complets, vous allez seulement venir remplacer ça ici. Donc, on va essayer de déterminer, on va essayer de généraliser ça ensemble. Donc, puisque, donc, on a dit quoi? Que θ de t. Ça, c'est le θ pour pouvoir faire un tour complet. Maintenant, si c'est n tour complet, on met ici, on met un petit n à l'indice de t ici. Ça va donner quoi? Bon, d'abord, pour un tour complet, on a dit que ça va être θ 0 plus 2pi. Parce que c'est un tour. Et un tour complet d'abord du cercle fait un angle de 2pi. Et si je fais 2 tours complets du cercle, il y aurait quel angle? Si un tour fait 2pi, c'est que 2 tours va faire quoi? Ça va faire 4pi. Il y a une belle 2pi là par 2. Ça va faire 4pi. Et 3 tours complets, ça va faire une plus. Cette constante qui est là par 3, il y aurait 6pi. Donc tout simplement, ça veut dire que pour n, je mets ici pour n tour complet, pour n tour complet, θ, il y a un petit t ici à l'indice pour dire que c'est pour n tour. Donc pour n égale à 1 tour, nous avons s'il y avait 1 ici, donc on met rien à l'indice ici. Ça va me donner quoi? Toujours la position 0 plus 2pi n. Avec quoi? N, c'est un entier naturel. Donc, si je viens ici, dans cette expression-ci, je viens ici, je mets AT égale à Tn. Pour dire que pour m'apporter quand Tn tout, oméga de Tn, dans cette expression, devient quoi? Oméga 0, Tn plus θ 0. Donc, en identifiant les deux relations, en simplifiant les deux là, je tourne tout simplement sur Tn est égal à 2pi n sur oméga 0. Vous voyez ça? De manière générale, vous voyez ce qu'on obtient. Donc ça veut dire si on me dit déterminer la période, plus généralement au lycée, si on me dit déterminer la période, c'est que la période c'est le temps mis pour faire un tour complet du cercle. Donc comme c'est un tour, en ce moment n va prendre la valeur 1. Donc si on n'a pas n par 1 ici, il y aurait t 2pi fois 1, ça fait 2pi sur oméga 0. Je retombe directement sur cette expression. Et par là aussi, bon, nous pouvons s'amuser à voir si la période, c'est une grandeur qui est croissante. On peut aussi faire ça. Puisque ça, c'est une suite numérique. Le n ici, le petit n ici appartient à grand n.
Donc, on essaie d'étudier la suite qui est là. C'est-à-dire, on fait le thème suivant, moins le thème N. Vous allez voir que vous êtes toujours jamais grandeur qui sera positif. Donc, ça c'est de manière générale. Si était avec N appartenant à grand N, donc P indice N plus 1, ça me fait quoi? 2pi. Je remplace le N par N plus 1 sur oméga 0. Ouais. Donc, si je fais T indice N plus 1 moins Tn, ça me fait quoi? 2pi. Je développe cela ici en maintenant. 2pi N sur oméga 0 plus 2pi sur oméga 0 moins Tn qui est ici. 2pi N sur oméga 0. 2pi N sur oméga 0 moins 2pi N sur oméga 0. Les deux vont sauter. Et il ne va rester seulement que 2pi sur oméga 0. Ça veut dire Tn plus 1 moins Tn égale à 2pi sur oméga 0. Oméga 0, c'est une vitesse angulaire. C'est une grandeur qui est toujours positive. Or, oméga 0 est strictement supérieur à 0. Car oméga 0 égale à la racine carrée de k sur m. Donc, oméga 0 ici est strictement supérieur à 0. 2pi étant aussi positif, donc on dira que T indice n plus 1 moins Tn est strictement supérieur à 0. Ce qui veut dire que T indice n plus 1 est supérieur à T indice n. Que ce soit n appartenant à grand N. Donc on dira que, puisque cette suite-là est croissante, on dira tout simplement que la période d'association n'est jamais négative. C'est une suite croissante. Donc, ça, ce n'est pas dans l'objet du jour. Mais on va essayer de parler de quoi? De la fréquence. La fréquence. D'abord, par définition, qu'est-ce que la fréquence? La fréquence, c'est rien d'autre que la période d'avance, bon, c'était le temps nécessaire pour faire un tour complet de cercle. Mais la fréquence, ça c'est maintenant le nombre de tours par seconde. La fréquence ici détermine le nombre de tours par seconde. Donc on a ici fréquence. Généralement noté N, ou souvent noté aussi mon petit f comme ça, et s'exprime très souvent en S. Mais ici, on va terminer la fréquence. La fréquence, puisque la fréquence ici, c'est le nombre de tours par seconde. Nous avons le temps T pour effectuer, ça c'est le temps pour effectuer N tours, de manière générale. On va donc approcher, on va prendre le temps pour effectuer un tour. Donc on remplace le N par 1. Donc 1 ici à l'indice, ça me fait tour T. Donc ça va ici, 2pi fois 1, ça fait 2pi sur oméga 0. Ça c'est le temps pour N égale à 1. Pour un tour. Donc la fréquence c'est le nombre de tours par unité de temps. Donc si vous avez la fréquence ici, qui est le nombre de tours par unité de temps, bon, qu'est-ce que je sais? Puisque ça c'est le temps nécessaire pour effectuer un tour. Donc on va supposer que nous allons faire un tour. Donc pour un tour, j'ai le temps qui est là. Ouais. Donc par là, je peux passer par là et puis essayer d'exprimer la fréquence aussi. Je sais que pour un tour, il y a un temps T qui fait 2pi sur oméga 0. Donc, puisque la fréquence, c'est le nombre de tours par unité de temps. Et en fait, donc, on a tout simplement quoi? Détermine le nombre de tours, tout qui est fait. Nombre de tours. Nombre de tours divisé par le temps.
Vous voyez, comme la définition me le dit, c'est le nombre de tours par unité de temps. Donc, ça veut dire quoi? Si je prends par exemple, comme c'est un tour il fait, donc le nombre de tours, ça fait 1. Je mets là 1. Et le temps nécessaire pour un tour, ça me fait 2pi sur oméga 0 qui est égal à t. Donc, en manipulant cette relation, je vais obtenir que la fréquence L, c'est égal à oméga 0 sur 2pi, qui n'est rien d'autre que l'inverse de la période t. Donc, ça veut dire que on peut aussi exprimer la fréquence ici. Son unité aussi peut être comment? On peut aussi dire que c'est le nombre de tours par seconde. Nombre de tours par seconde. Donc ici, si je fais par exemple 2 tours, on va déterminer la fréquence de 2 tours. Je remplace, je mets tout simplement 2 ici, divisé par ça. Tu sais, c'est le nombre de tours par unité de temps. Donc, tu sais, voilà comment on détermine la fréquence et la période de moment oscillatoire. Nous allons passer à un exercice d'application. Et je vous en supplie, reprenez très bien cette notion de période et de fréquence. Dans la prochaine vidéo, nous allons faire tout à l'heure, nous allons faire un exercice d'application de moment oscillatoire pour pouvoir résumer un peu ce que nous venons de voir. Afin de suivre notre prochaine vidéo. Nous sommes toujours là pour vous aider dans la compréhension du cours. Et n'oubliez pas surtout d'ajouter aussi des commentaires afin que nous puissions savoir quels sont vos problèmes et quelles solutions nous pouvons vous apporter. Donc, merci beaucoup et à la prochaine.